Take a Break, l'émission qui vous invite à suivre l'actualité des nouvelles technologies qui se passent actuellement sur notre Terre. Aujourd'hui, on va parler communication, smartphone. C'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur le plateau de Tandem 2.0, l'émission Take a Break, l'émission geek, l'émission technologique. Avec moi sur ce plateau, Galit, bonjour. Salut. Ça va? Ça va et toi, David? Super, merci. Avec moi aussi Jérôme. Salut Jérôme. Salut. Ça va? Impeccable, David. On commence avec la marque la plus connue. Je vous laisse deviner ce que c'est. iPhone. Eh ben oui, bien sûr. ouais. Apple. Alors, David, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des smartphones? Ah, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on appelle Parce ça que des smartphones? Quand j'avais 16, 18 ans et qu'on avait tous des téléphones portables, puis un jour on s'est mis à appeler ça des smartphones. Alors c'est une très très bonne question. J'ai l'impression d'être Jamy dans C'est pas sorcier. Hé, dis-moi David, pourquoi est-ce qu'on appelle ça? Mais en effet, c'est une super question. Ben, en fait, tout simplement, de la même façon qu'on a eu des télés et qu'on s'est mis à avoir des smart télés. Tout simplement, en fait, parce qu'il faut savoir qu'avant 2007, on avait ce qui s'appelle des PDA, c'est-à-dire on avait des espèces de smartphones professionnels. Microsoft en avait fait quelques-uns, Nokia, BlackBerry. C'est ça, exactement, BlackBerry. Ouais. On considérait ça comme des smartphones, mais pas vraiment parce qu'on n'avait pas, on n'avait pas de la data à l'intérieur. On avait Internet qui était très faible, on avait Internet qui était simplifié. Je ne sais pas si tu as eu des BlackBerry ou si tu as déjà vu des téléphones avant l'époque iPhone, mais c'était très très basique. On avait des feuilles, c'était principalement du blanc avec un peu de texte. De temps en temps, il y avait une image. YouTube n'existait pas. Dailymotion n'existait pas. Il n'y avait pas cette vidéo qu'on pouvait avoir en permanence. Tu n'appuyais pas sur un bouton et tu envoyais de la 4K. Donc les smartphones sont arrivés parce qu'on a commencé à avoir des smartphones qui étaient dits intelligents. Donc ça a été inventé, comme d'habitude, Steve Jobs, qui a dit on a un smartphone, on a un phone, un iPad, un phone, un iPad, un phone, un iPad, boum, on a un iPhone. Ah, l'iPad existait déjà? C'était pas l'iPad, excuse-moi, c'était le... mes souvenirs vont me revenir. Non, c'était un iPhone et... En fait, moi, et un iPod. Je crois que c'était l'iPod. Ah, l'iPod, oui, bien sûr, qui donnait la musique. C'est ça, exactement. Il y avait le petit cube. Il y avait le petit cube. Voilà, et en fait, il y avait l'iPod aussi qui était en fait de la même forme que l'iPhone. Alors, on en a un là ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais donc voilà, ça ressemblait à peu près à ça. Voilà l'un des tout premiers smartphones et en fait, Apple. On pouvait s'en servir comme téléphone et écouter de la musique. On pouvait en servir pour écouter de la musique. Il n'y avait pas l'Apple Store à l'époque. On pouvait faire une calculatrice, on pouvait aller sur Internet. C'était extrêmement novateur, ne serait-ce que de pouvoir stocker de la musique et en même temps pouvoir téléphoner, envoyer des SMS. Donc, en fait, on a commencé à les appeler smartphones quand on a pu faire autre chose que téléphoner avec. C'est ça. De la même façon que ta télé, il y a encore quelques années, tu mettais TF1, tu mettais tes chaînes de télévision. Et dès qu'on a mis l'Android Store, dès qu'on a commencé à permettre aux gens d'aller sur Internet, de regarder YouTube, on a transformé ça en Smart TV. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Merci, Jamy. Merci beaucoup. Et moi, ce que je veux parler un petit peu avec vous, donc on a parlé Apple, j'aimerais un petit peu avec vous montrer 3 téléphones qui sont sortis récemment au cours des 2-3 derniers mois, qui sont considérés aujourd'hui comme les meilleurs téléphones sur le marché. Donc c'est des téléphones très très haut de gamme, des téléphones qui sont à plus de 1000 euros, voire plus de 1200, 1300 euros. Et je vous propose tout de suite de regarder l'iPhone 12, en tout cas de démarrer sur une présentation d'Apple pour vous montrer ce que c'est que l'iPhone 12. C'est parti. Alors, on a l'habitude, voilà, vous voyez Apple, toujours très très épuré des présentations. Alors là, je ne sais pas si vous reconnaissez éventuellement peut-être un iPhone. Le 4. Exactement, le design de l'iPhone 4. Donc ils ont repris un petit peu ce design un peu plat, ils ont enlevé les bords ronds. On a toujours un smartphone qui est très épuré chez Apple. Ils ont gardé l'encoche sur l'iPhone 12, alors que d'autres téléphones se sont mis à l'enlever, à avoir un écran qui est beaucoup plus pur avec juste que la caméra. Certains téléphones ont même réussi à enlever complètement la caméra. On va parler de la 5G. Vous voyez encore une fois, Apple a mis l'accent aussi sur la 5G au cours de cette présentation. Un nouveau microprocesseur, encore une fois. Alors, ils sont très forts pour dire que ça va beaucoup plus vite en permanence. Donc là, vous voyez, c'est l'iPhone 12 Pro qui a 3 caméras. L'iPhone 12 de base en a que 2. Alors, que 2 comme si c'était rien, mais en tout cas, voilà. Là, vous avez le Pro et le Pro Max, 4 coloris, avec celui en or qui est vraiment incroyable. Voilà, avec aussi, on peut photographier, filmer. Mettre une coque, donc après la coloris. Alors, on peut mettre une coque transparente, c'est ce que les gens font de plus en plus.
Ah ouais, pour profiter de la couleur. Profiter exactement, pour profiter de la couleur. Mais je crois qu'il est beaucoup plus résistant, Résistant. celui-là. Il est beaucoup plus Alors en solide. fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils ont mis un nouvel écran en fait qui est censé être plus résistant. Alors on va s'attarder 2 minutes sur ce que vous voyez là. En fait, c'est ce qui s'appelle de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'en fait, Apple est capable de prendre une photo et en fait après de comprendre en 3D qu'est-ce que la photo donne. Alors là, vous avez c'est beaucoup de marketing. Hein. On a quasiment plus d'explications techniques sur ce que le téléphone sait faire. Non, mais du coup, ils mettent l'accent beaucoup sur les caméras. Ils mettent, alors Apple est clairement a le parti pris aujourd'hui ce qu'on appelle du consumer, c'est-à-dire on ne va pas chercher le professionnel, on ne va pas chercher l'application, on ne va pas chercher Outlook, on ne va pas chercher la communication, on va vraiment chercher ce plaisir, se filmer, recorder, mettre sur un drone, etc. Là, vous voyez les 4 coloris qui sont incroyables. Encore une fois, iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Il est C'est ce plus que vous voyez épais, sur l'écran. il est plus large. Non, alors il est pas plus large, il fait 7,4 mm d'épaisseur. Ce que vous voyez là, c'est le MagSafe. Alors c'est une nouvelle technologie, entre guillemets, chez Apple. Rien de bien nouveau, ça fait des années que ça existe sur d'autres téléphones comme Samsung. En fait, il vous permet tout simplement de recharger le charger téléphone sans fil. sans fil. Ah oui. Exactement, et de pouvoir y coller en fait derrière, par exemple, un Une porte-carte. base. Voilà. Un porte-carte. Ouais, en fait. d'accord. Donc voilà pour la présentation Apple. Je vous donne quelques chiffres si vous le voulez bien. 228 grammes, assez léger. Alors je sais pas, à titre de comparaison, l'iPhone 3 faisait dans les 190 ou 180, quelque chose du genre. Donc c'est un peu plus lourd qu'un iPhone première génération. 6,1 pouces pour l'iPhone 12 Pro, 6,7 pouces pour l'iPhone 12 Pro Max. Batterie 3700 mAh. On en parlera un peu plus tard. Ce chiffre, n'y prêtez pas trop attention. Même vous, si vous hésitez un petit peu quel téléphone acheter, on en parlera un petit peu plus tard. Ils disent à peu près que ça tient entre 15 et 20 heures en fonction de ce que tu fais. Tout le monde, on en parlera aussi des batteries. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours justement sur les batteries. 128 Go, 256 Go et 512 Go, c'est énorme. Ça veut dire un 512 demi-téra. gigas, c'est nouveau. Alors 512, il existait déjà sur le 11. D'accord. Ils l'ont sorti sur le 11. Il y avait aussi le 64 qu'ils ont retiré de la gamme. Donc, ils ont poussé un petit peu plus les curseurs sur la capacité de stockage qu'ont ces téléphones-là. Triple caméra, 12 mégapixels. Front caméra, 12 mégapixels aussi. Donc, en tout et pour tout, 4 caméras, 12 mégapixels sur cet iPhone-là. Le système d'exploitation iOS, tarif, et c'est là où ça fait mal. Ça démarre à peu près à $1 300. D'accord. Pour l'iPhone 12 Pro Max, donc le plus gros, Ouais. à $1 300 et ça démarre et ça finit à $1 500. Alors, c'est des chiffres en dollars qui ont été pris sur le site officiel d'Apple en Israël. Ça va être beaucoup plus cher. Voilà, on n'a même pas besoin On est à quoi, 10% plus cher, 15%? je suis plus aux alentours des 20-25. D'accord. Alors après, ça dépend aussi du taux de change. Ça dépend si tu l'achètes à Eilat, si tu l'achètes à l'extérieur Ouais. d'Eilat, si tu payes la TVA. TVA ou pas. Mais en tout cas, c'est un téléphone qui est Direct. extrêmement cher. Ils ont réduit de façon assez considérable leur entrée de gamme. Apple, ils sont passés à 700 pour les tout premiers iPhones. Alors, on va pas détailler toute la gamme parce que c'est pas le but. Mais en tout cas, ils ont pour la première fois une vraie gamme de prix qui démarre à $700 et qui va jusqu'à $1 500. Donc, ils ont compris finalement. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque où le 10 est sorti, ils ont fait pour la première fois un iPhone à plus de 1 000 €. Ça a fait grincer beaucoup de dents. Les gens l'ont quand même acheté. Là, on est à $1 500 pour un téléphone. Je ne sais pas ce que vous en pensez. $1 500 pour téléphoner et envoyer des WhatsApp. Ouais. Moi, ça me laisse toujours perplexe, mais c'est devenu un. En fait, c'est choquant, mais en même temps, c'est devenu l'outil indispensable par excellence. C'est-à-dire que ça nous sert d'ordinateur. Complètement. On regarde des films, on stocke toutes nos photos. Il y a Netflix. Enfin voilà, avant, on se trimballait quand même avec notre laptop, Là, on n'a besoin de rien. On a l'iPhone et. C'est on ça. a le smartphone et c'est tout. C'est Donc, ce que j'allais dire, c'est que je relativise le prix par rapport au nombre d'heures que tu l'utilises. OK. Parce que c'est un appareil que moi je vais utiliser 3, 4, 5 heures par jour. Et je vais faire surtout autre chose que téléphoner. ouais, C'est ça en fait, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'au final, en fait, avec un smartphone, on téléphone quasiment plus. Non. Ouais. On envoie des SMS, on lit des mails, on Et, va sur et les quand, réseaux sociaux, il faut pas se et quand on coucher. téléphone, combien de fois est-ce qu'on tient le téléphone? Mais même pas. Mais tu le tiens Entre plus, la et d'ailleurs, voiture et les complètement. écouteurs. Alors c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'allais te dire aussi, Ouais. c'est qu'aujourd'hui on est passé sur un mode de communication et c'est très intéressant ce que tu dis, qui en fait, on se sert, en fait, le téléphone est devenu une base.
C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'en sert plus en tant que téléphone. C'est plus un outil physique qui nous permet de téléphoner. Bien sûr. C'est une plateforme avec laquelle tu vas faire tout un tas de choses. Bien sûr. Mais téléphoner, tu ne le fais plus avec le téléphone. Tu le fais avec des oreillettes, tu le fais avec un câble, tu le fais avec un Bluetooth dans ta voiture, avec un Bluetooth chez toi. Mais tu ne Tu te sers composes plus. même plus le numéro. Tu Mais non, lui tu demandes parles à d'appeler. Siri. Exactement. Alors, on a parlé iPhone, on va aller chez Microsoft. Qui est un acteur qui est entre guillemets, c'est un peu comme le Phénix, il renaît de ses cendres. Ah, avant qu'on parte chez Microsoft. Tu veux nous dire quelque chose? Parce qu'on a parlé 5G, c'est ça? Non, j'allais pas sur la 5G, j'allais sur Apple Ok. et la pomme. Est-ce que tu connais l'histoire de la pomme? Alors, si les souvenirs sont bons, ça fait référence à Alan Turing qui avait croqué la pomme et qui s'était suicidé avec parce qu'il y avait Ouais. du cyanure à Alors qui l'intérieur. était Alan Turing? Alors, Raconte-nous Alan Turing, l'histoire. c'est quelqu'un. Alors, on va faire une petite parenthèse, mais vraiment une toute petite, parce que sinon l'émission pourrait durer 6 heures. D'ailleurs, n'hésitez pas, en parlant d'émission, n'hésitez pas à réagir #tandem sur tous les réseaux sociaux. On sera ravis d'avoir vos commentaires et vos réactions sur l'iPhone. On revient sur Alan Turing. Pourquoi cette pomme et pourquoi cette pomme croquée qui est D'accord. devenue le logo le plus connu au monde? Alors c'est probablement, oui, en effet, l'un des logos les plus connus au monde. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as vu quand Steve Jobs est mort, un étudiant aux États-Unis a fait Steve Jobs dans la pomme. Peut-être qu'on vous le montrera. C'est vraiment très beau. Encore petite parenthèse, on va faire que des parenthèses aujourd'hui. Donc, qui était Alan Turing? C'était simplement pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne le sait pas vraiment, mais c'est quand même un petit peu grâce à lui qu'en fait, les Allemands n'ont pas gagné la guerre. On peut résumer ça comme ça, on ne va pas rentrer non plus, mais en fait, voilà, Alan Turing est à l'origine, on va dire, de l'informatique moderne telle qu'on le connaît aujourd'hui. Je vous invite vraiment, il y a plein de chaînes YouTube qui en parlent. C'est quelqu'un dans le domaine de l'informatique qui a apporté énormément et qui a fini d'ailleurs par se suicider, tout simplement, comme tu l'as dit, en croquant cette pomme dans laquelle il y avait du cyanure. C'est la raison pour laquelle, ma chère Galit, Apple en décède. Alors c'est un clin d'œil, on va dire, un peu sombre, mais qui veut dire énormément de choses pour le monde informatique. Et on sait que Apple est beaucoup dans le symbole, beaucoup dans la symbolique. Je te propose de suite, à ce moment-là, de passer sur le deuxième téléphone. On en parlait, Microsoft, le Phénix, qui renaît de ses cendres. Microsoft, en 2011, 2012, un petit peu même avant, je crois même 2010, j'y bosse, donc pour vous montrer à quel point on connaît l'histoire. En tout cas, vers les années 2010, Microsoft, donc c'est un acteur qui a été très présent, avant même que l'iPhone arrive, avec les Windows Phone. Vous savez, ces espèces de PDA qui s'ouvraient avec les claviers. Ça a toujours été des téléphones à vocation professionnelle. Et ils ont décidé, à un moment donné, quand ils ont vu qu'Apple prenait beaucoup d'ampleur, ils se sont dit, nous aussi, on veut faire un téléphone grand public. Ils ont fait un téléphone qui était sur système d'exploitation qui s'appelait Windows Phone. Gros partenariat avec Nokia. Microsoft rachète la branche téléphone de chez Nokia, sort des téléphones qui s'appellent les Lumia, 2010, 2012, 2014. Changement de CEO, Satya Nadella arrive. Il se rend compte que le téléphone n'est pas bon du tout. En tout cas, n'arrive pas à percer sur le marché. À l'époque, Android arrive très très fort. On en parlera d'Android peut-être un peu plus tard, mais Android arrive vraiment, c'est un rouleau compresseur par rapport à Apple. Apple, à l'époque, 2012-2013, ils avaient 70, 80, même des fois 90% de part de marché dans certains pays. Ils avaient des téléphones à 600 €. Android arrive sur des pays émergents et sur des pays même en Europe. Ils proposent des téléphones qui sont à 200-300 € qui, pour certains, concurrencent Apple. Donc, ils arrivent très très fort. Microsoft se rend compte que ça va être très compliqué d'être le troisième acteur. Beaucoup de développeurs et beaucoup d'applications préfèrent privilégier sur Android et sur iOS, délaissent le Microsoft Store. Microsoft Store sombre un petit peu, les gens en achètent de moins en moins ce téléphone-là. Microsoft ferme la division téléphone. 2019 plutôt, Microsoft annonce un nouveau téléphone. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder tout de suite la vidéo, vous allez voir, c'est impressionnant. C'est parti. Donc c'est le téléphone le plus fin actuellement sur le marché. Ce que vous voyez là, c'est un téléphone qui est en 360. En fait, c'est un téléphone qui est pliable. D'accord ? Plié, le téléphone fait 9,9 mm d'épaisseur. Deux dalles de 8,1 pixels, pardon, excusez-moi. 164 grammes, ce qui veut dire quasiment 70 de moins qu'un iPhone. Microsoft, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est surtout tourné vers l'entreprise. Et là, ce que vous voyez, c'est Outlook, c'est mes photos que j'ai sur Microsoft 365, c'est mon OneDrive, mes photos sur le cloud de Microsoft. Et là, encore une fois, voilà, on imagine un artiste, on imagine quelqu'un qui fait de la randonnée, on imagine un professionnel qui va téléphoner pour son travail et qui va lire en même temps ses mails. Et voilà comment est-ce que Microsoft va tourner aujourd'hui son téléphone
autour du professionnel, autour de, je dirais, autour d'activités, autour de scénarios, autour de l'utilisateur, le stylo, le Surface Pen. Vous l'avez vu un tout petit peu, vous l'avez vu aussi le casque, les vidéos forcément qu'on peut s'envoyer, regarder, écrire en même temps. Quelque chose qui est très intéressant aussi qui s'appelle le Phone App, qui permet en fait sur un Microsoft de pouvoir continuer en fait l'expérience de son téléphone sur son ordinateur. Voilà, on peut dessiner, encore une fois on peut jouer avec xCloud, on peut le plier, regarder des vidéos, encore une fois vraiment très tourné vers l'utilisateur. Pour le moment on n'a vu aucune photo. À aucun moment il vous montre qu'on peut faire une photo. Et bien entendu à la fin, le téléphone. on peut décrocher. Petit clin d'œil, c'est sympa. Donc c'est quelque chose qui est assez novateur pour Microsoft, pour ceux qui auraient peut-être pas l'habitude de voir ça, c'est très très nouveau, ces pubs très Appleisées entre guillemets, c'est vraiment Apple qui a dicté cette Il devrait te façon de prendre pour la marketing. voix off. Il devrait me prendre, excellent. c'était sympathique, Ah ouais, c'était très bien. sympathique. Ouais. Merci Galit, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, 8,1 pouces, 9,9 mm d'épaisseur pliée. Donc on était sur notre iPhone exactement, on était aux environs de 7,4, 7,5, exactement 7,4. Et là sur notre Surface, on a 9,9. On parle de 2 écrans pliés, c'est-à-dire que quand vous l'ouvrez, en fait vous êtes à un demi, vous êtes à 0,5, enfin 5 mm, donc un demi-centimètre. C'est très très fin. Quand je vous dis que c'est très très fin, je ne saurais même pas comment vous décrire un demi-centimètre ce que c'est vraiment extrêmement fin. Une batterie un tout petit peu plus petite que celle qu'on a sur l'iPhone, 3500, 3600 à peu près milliampères, sachant qu'il y a 2 écrans. On s'attend quand même à des performances un peu moins élevées que ce qu'on peut avoir sur un iPhone. 128 Go, 256 Go, donc il n'y a pas de 512, 6 Go de RAM. Au niveau des tarifs, en fait, on est exactement à la même chose, $1 300, $1 500, donc on est vraiment sur la même fourchette de prix. Une seule caméra, je ne sais pas si vous l'avez vu pendant les vidéos, on a une seule caméra qui est frontale, ils ne mettent pas l'accent dessus. Encore une fois, c'est un téléphone qui est tourné pour le professionnel. Par contre, il y a quelque chose qui va peut-être vous surprendre, Microsoft utilise le système d'exploitation de chez Android. Et qui fait Android? C'est Google. Microsoft sort un téléphone avec un système d'exploitation Google. C'est la première fois que Microsoft sort un téléphone, sort du hardware d'une manière générale, parce que Microsoft fait aussi des ordinateurs, mais c'est la première fois que Microsoft sort du hardware, donc sort une pièce informatique qui ne tourne pas sur un système d'exploitation Microsoft. Windows. Donc c'est quelque chose qui est très novateur, qui montre aussi l'ouverture d'esprit et comme je disais, ce phénix qui renaît de ses cendres. Microsoft comprend qu'être un acteur aujourd'hui dans le monde du téléphone avec son propre système d'exploitation, ça ne sert à rien. Parce que ça veut dire qu'il faut avoir un store, il faut avoir des développeurs. C'est-à-dire que toutes les applications qu'on connaît, Facebook, Twitter, WhatsApp, il faut les développer pour ce téléphone-là. Donc ils se sont dit, plutôt que de prendre le parti pris de demander à toutes les boîtes aujourd'hui qui font des applications, venez faire des applications chez nous. Ils ont dit, on préfère prendre un système d'exploitation Android. On sait qu'il y a déjà un store, il y a le Google Play. On va profiter de ce Google Play. Il y a un gros chèque au passage qui passe. Et Microsoft se positionne clairement sur un téléphone haut de gamme à destination des professionnels. Est-ce que Jérôme, toi, par exemple, qui fait beaucoup de guides, enfin beaucoup de Tiulim, est-ce que tu t'imaginerais peut-être avoir ce téléphone, pouvoir montrer plusieurs images, montrer des sites, etc. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait… Je ne l'avais pas vu comme ça, mais moi, j'ai envie de dire, je donnerais priorité à la qualité des photos. La qualité des photos, ouais. D'accord. Parce que ce que j'essaye de faire un maximum, c'est de faire des photos et de faire l'album photo souvenir des gens avec qui je suis. Et à la fin de la journée, je leur envoie par message ou par mail les photos. Donc moi, c'est l'argument premier. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais changé le dernier iPhone pour avoir vraiment des très belles photos. Et on avait une qualité photo que je trouvais vraiment exceptionnelle. Et moi, je n'ai jamais rencontré personne qui avait un Microsoft Phone. Alors, c'est Surface Duo, il est pas encore disponible en Israël. Les commandes ont démarré il y a quelques semaines aux États-Unis. Ça arrive doucement, doucement. Je ne sais pas si on va en voir beaucoup. Encore une fois, téléphone à destination des professionnels. Mais quand tu dis la destination des professionnels, ça veut dire que les professionnels vont avoir leur Microsoft Phone et puis leur iPhone ou leur Android à côté? Non, non. Alors quand tu dis ils vont avoir leur Android, au final, leur Android, c'est leur Windows Phone, puisque c'est le même système d'exploitation. Donc, quand tu vas ouvrir ton Windows Phone pour la première fois, ton Windows Phone va te dire, vous avez un compte Google? Oui, connectez-vous dessus, je vous télécharge tout votre téléphone. Donc, la synchro et le passage d'un Samsung vers un Windows Phone se fait aujourd'hui comme ça. Tu as un compte Google, tu transfères tout. Quand je parle des professionnels, c'est principalement, par exemple, tout ce qui va être commercial.
les gens qui sont toute la journée sur la route, qui ont besoin d'être au téléphone, de lire leurs mails, éventuellement certains artistes qui veulent dessiner, etc., avec le stylo. Voilà, c'est toute cette partie-là de la population. Encore une fois, c'est un vrai téléphone de niche. C'est pas les premiers à avoir fait des téléphones pliables. BlackBerry on en fait un. Je crois que BlackBerry en fait un. Samsung avait tenté d'en Samsung en fait un aussi, complètement. Alors, il y a eu plusieurs résultats essais. Est-ce que ça a mitigés sur été... le Motorola en fait un récemment. Avec l'ancien Motorola, ils l'ont refait en mode Ah oui. téléphone écran Clapé. pliable. À clapper, mais en Ouais. fait, c'est Ah, deux d'accord. écrans. LG en fait un téléphone un peu révolutionnaire, entre guillemets, en tout cas qui sort de la norme. En fait, c'est 2 écrans et il y en a un en fait, qui s'ouvre comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Il est très. Je trouve que c'est un choix ambitieux en termes de. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous croyez qu'on peut au final sortir de la norme de ce téléphone-là, un peu rectangulaire, comme 90% des téléphones Ouais, aujourd'hui? avec une grille tarifaire qui est alignée sur Apple, je trouve que c'est ambitieux. C'est ambitieux. Je vous propose de passer sur le 3e. C'est un téléphone, à mon avis, vous ne le connaissez pas. Huawei Mate 40 Pro Plus, un nom très long, société asiatique. Huawei, on les connaît parce qu'ils font plein de choses. C'est un peu comme Xiaomi. Voilà, c'est des boîtes qui font plein de choses. Je vous propose tout de suite de regarder ce téléphone haut de gamme. Je pense très sincèrement que ça va être la bonne surprise de cette émission. C'est parti. Donc, gestion intelligence artificielle entre guillemets. C'est incroyable. On peut décrocher avec la main directement. 4 appareils photo à l'arrière, un appareil photo à l'avant, un zoom qui est tout simplement monstrueux. Donc voilà, on met encore une fois l'accent sur les photos, Galit, comme tu le disais, l'ultra slow motion, ça va dans l'eau. Steady vidéo, ça veut dire qu'en vérité, en fait, on a un stabilisateur à l'intérieur du téléphone. Et bien entendu, on peut jouer, téléphoner, etc., etc. Le mode selfie adaptatif, iPhone le propose aussi. Photos de nuit qui sont, selon les dires du constructeur, incroyables. On sait recharger sans fil aussi, tout comme Apple. On va parler de la 5G, puisqu'encore une fois, ce téléphone est 5G, tout comme l'iPhone 12. Leica, Et voilà. Et là, vous le voyez rapidement. Vous voyez qu'on n'a pas la grosse encoche qu'on a chez Apple. On a une toute petite bande noire qui est sur l'écran, sur laquelle on a les deux. Voilà, exactement. Donc, on a le fameux la caméra qui vous permet justement d'avoir ce qu'on appelle la front caméra, la selfie caméra. Ah oui, ça c'est la front. Et le Et, cercle, là, voilà. c'est- Et le rond qu'il y a derrière, en vérité, ce sont ces 4 téléphones. 230 grammes, téléphone qui est relativement lourd. 6,76 pouces, donc il est un tout petit peu plus grand que l'iPhone 12 Ouais, 230. Pro Max. Parce que là, on compare les plus gros. Le gros des ventes, on est d'accord sur l'iPhone, ça va pas être le 12 Pro. C'est pas le Max, 12 Pro Max, c'est principalement le Ça va être 12, le 12. ou le 12 Pro. qui fait 180 et quelques grammes, je crois, de Il mémoire. fait, alors non, il fait 200, 210, quelque chose comme ça. Il est au-dessus des 200. Celui qui fait 180, C'est le mini? oui, c'est ça. D'accord. C'est le mini et il fait 5,7. Ouais, donc on a 10-15% de poids en plus. Bah oui, forcément, puisque tu as une caméra en plus, tu as une batterie qui est plus grosse et l'écran aussi, et la dalle est plus grande. 8,8 mm, donc pour vous dire, c'est 1 mm de moins que le Surface Duo qui lui a 2 écrans pliables, pour vous montrer à quel point ce il est téléphone-là, plus épais que exactement, et l'iPhone. surtout à quel point le Il m'a l'air Microsoft est il m'a l'air vraiment fin. moins plus étroit. C'est le cas ou pas? Il m'a l'air. Alors, il fait m'avait l'air 6,76. Alors, j'ai pas les dimensions exactes du téléphone. Batterie de 4400 mAh, donc c'est le plus gros de sa catégorie. Ce qui fait une grosse différence, ce qui fait une énorme différence. 256 Go uniquement. Donc, on est sur des téléphones asiatiques. Il y a moins d'options, entre guillemets. On Il est offre cher. moins de- On peut pas modifier. Il est cher la- parce qu'il fait 1500 $. Moi, je vous ai dit, je vous amène que des téléphones Non, ultra haut de gamme. je sais, mais Huawei. On peut Alors Huawei voir, d'habitude, le voilà, téléphone, Huawei on a l'habitude. Alors chinois encore une moins fois, c'est cher. le plus haut de gamme de la De gamme. chez Huawei. Voilà, c'est vraiment c'est le Rolls de chez Huawei. Alors oui, c'est une marque avec laquelle on a l'habitude d'avoir des téléphones un peu plus cheap, Ouais. mais eux aussi, au vu du succès qu'a l'iPhone, ils se sont dit on veut une part de Ah, ce oui, gâteau-là. Il est hors de question qu'on mange pas dedans. Alors on va parler des caméras, si vous le voulez bien. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur le Windows Phone, 11 mégapixels. Sur l'iPhone, on a un 12. Là, ici, on a 50 mégapixels waouh. sur une caméra, 12 mégapixels, 8 mégapixels et 20 mégapixels qui vous permettent en fait d'avoir des focus différents et des ouvertures différentes pour prendre tout un tas de caméras. 50 mégapixels, ça veut dire techniquement, vous pouvez faire des photos ultra haute définition, vous pouvez zoomer x10 et vous aurez encore une superbe qualité d'image. Front de caméra, 13 mégapixels, c'est un de plus que l'iPhone. Système d'exploitation Android
mais il n'y a pas le Google Play Service. Est-ce que vous savez ce qu'est le Google Play Service? Alors, Google Play Service, alors Services exactement avec un S, Google Play Services, en fait, c'est toute l'offre, tout l'écosystème Google présent sur Android. Ça va être Google Maps, ça va être la synchronisation des comptes Google. Je te disais justement que si tu veux passer d'un Samsung à un Microsoft, tu mets juste ton compte Gmail et il transfère toutes les données dessus. C'est aussi le Google Store, le Google Play, en tout cas, ce qui peut être assimilé à l'Apple Store. Il n'y a pas dessus. Pourquoi? Vous savez, la Chine, les États-Unis, Google, on bannit, non, on laisse. Voilà. Mais on je pensais que Huawei, justement, n'était pas du tout vendu aux États-Unis. Alors, c'est pas que c'est pas vendu en fait. Ce qui s'est passé, c'est que globalement, les États-Unis ont dit n'achetez pas du Huawei, c'est des espions chinois, c'est des espions asiatiques qui veulent tout savoir. Je pensais que ça avait été interdit en fait. Ce qui s'est passé, c'est que plus ou moins, alors on ne connaît pas exactement les détails du deal et j'ai pas envie de m'engager sur quelque chose que je ne connais pas parfaitement. Mais il semblerait qu'il y ait quand même une demande assez forte de la part du gouvernement pour arrêter les négociations, en tout cas les accords commerciaux entre Google, qui est donc l'éditeur d'Android, et Huawei. Donc, ce qui s'est passé, c'est que contractuellement parlant, on ne peut pas arrêter de leur vendre le système d'exploitation, mais par contre, tout l'écosystème Google a été retiré du store. Huawei a la volonté de développer son propre système d'exploitation. C'est quelque chose qui demande énormément de temps de développement, énormément d'efforts humains. Donc, ils ont eu cette espèce d'accord en disant « Ok, on vous accorde, entre guillemets, du sursis. On vous laisse 1 an, 2 ans pour développer votre propre système d'exploitation, mais tout l'écosystème, on vous le retire tout de suite. » Alors moi, j'étais très étonnée parce que j'étais persuadée que justement, je me souvenais d'un truc comme ça avec les États-Unis. Alors c'est exactement ça. C'est le système d'exploitation que je pensais qu'ils n'auraient plus le droit de mettre dans leur téléphone. Et du coup, je pensais qu'ils allaient mourir gentiment de leur petite mort. Parce que, mourir, on parle quand même d'un téléphone à 2 milliards de personnes. Système d'exploitation tu fais le tien. Android. Ils vont faire le leur, qui va aussi s'appuyer sur un noyau qui sera forcément Linux, qu'Android, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est possible. Si Microsoft n'a pas réussi. Huawei, c'est un énorme acteur. C'est un énorme acteur, bien entendu. C'est colossal, c'est Nokia des années... les années 90-2000. Des années 90-2000. Le forfait Millennium, Huawei aux États-Unis, c'est l'équivalent de Nokia en Europe, ou en tout cas en France à l'époque, le 3310 par exemple. Au niveau de la 5G, j'ai entendu un chiffre, je crois qu'ils ont déjà installé en Chine plusieurs dizaines de millions. Oui. Hein, c'est ça, hein. Oui, complètement. Là, pendant les 6 derniers mois où la moitié du monde était en confinement ou semi-confiné, et eux, ils sont allés, ils ont installé des dizaines de millions d'antennes. Alors, des antennes, exactement. En Chine. Alors, la 5G, on va faire une petite parenthèse. Après, je vous poserai une question et les amis, on vous quittera et on vous laissera revenir à vos occupations. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que déjà vous savez ce qu'est la 5G? Est-ce que vous savez d'une manière générale comment est-ce que fonctionne la communication? Qu'est-ce qui fait que quand tu appuies sur un bouton sur WhatsApp, le message part et on peut t'en renvoyer un autre? Je suis restée au 3615 Boula. Ah oui, là, il y a du chemin, Galit. Ça va être difficile de t'expliquer Minitel 5G en 5 minutes. En 2 mots, ce que j'ai compris, c'est que la 5G était beaucoup plus rapide que la 4G. Est-ce que tu sais pourquoi? 5e génération. C'est tout ce que je comprends, c'est juste la rapidité. Et on m'a également expliqué que pour le commun des mortels, à part que le film que tu télécharges aujourd'hui en 5 minutes, en 4G, demain tu le téléchargeras en 25 secondes, tu n'auras pas de modification majeure pour les particuliers, que là où ça sera important, c'est notamment pour le véhicule autonome ou pour certaines utilisations qui nécessitent une connexion rapide et permanente, mais que globalement, tu verrais quasiment pas la différence. Alors, c'est juste, mais j'aimerais... Non, il n'y a pas de... c'est juste, complètement. Donc ça sert à rien. Et ce que je te... Alors, c'est une très bonne réflexion. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant d'enjeux géopolitiques derrière? Alors déjà, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que ça va plus vite? Parce qu'au final, ça va plus vite parce que ça va plus vite, mais pourquoi? Une antenne, ça reste une antenne. Qu'est-ce qui se passe? L'antenne, c'est une histoire de localisation. C'est que... on me l'a expliqué, mais je l'ai perdu. Vas-y. Alors, c'est surtout une histoire de fréquence. En fait, il faut savoir que en fait, toutes les ondes qu'il y a autour de nous, que ce soit des ondes radio, de votre micro-ondes, même une lumière qui arrive vers nous, en vérité, ce n'est qu'une onde. Notre cerveau l'interprète et ce n'est qu'une onde. Il y a des ondes qui sont plus ou moins nocives, il y a des ondes avec lesquelles il faut éviter de s'en approcher. Par exemple, les rayons UV, c'est une onde, mais la couche d'ozone, elle fait qu'on en prend très peu. Dès qu'on sort de l'atmosphère terrestre, mieux vaut éviter de ne pas avoir de combinaison, on peut vite être très 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 grièvement blessé à cause de ces ondes UV. Alors il y a des ondes qui sont plus dangereuses que d'autres. Ce qui se passe avec les ondes de la télécommunication, qui existent
depuis la nuit des temps, puisque on va dire ça fait 15 ans, 20 ans aujourd'hui qu'on a de la télécommunication. Personne ne s'est jamais plaint. Et ce qui se passait, c'est que c'était des fréquences qui étaient relativement basses. Et en fait, on monte au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on monte dans les fréquences, on va dans des fréquences qui sont de plus en plus élevées. Et ben, en fait, dans une seule et même fréquence, on est capable de mettre beaucoup plus d'informations. Donc sur une fréquence qui va durer, on va dire, je sais pas, 1 seconde, avant on était capable de mettre 1 méga de données, donc l'équivalent, je sais pas, d'un quart d'une musique. Et ben aujourd'hui, sur une fréquence, on est capable de mettre 10 gigas, 20 gigas, 30 gigas, l'équivalent d'un film Blu-ray. Okay, donc voilà un petit peu ce qui fait que ça va plus vite. Le problème, c'est qu'au plus on monte dans les fréquences, au plus la portée de cette fréquence, elle est petite. Et au plus une portée est petite, au plus ça veut dire qu'il faut avoir plus d'antennes. Puisque si on a une antenne avec une portée d'1 kilomètre, si on augmente cette antenne mais qu'elle a une portée de 500 mètres, au lieu d'avoir une antenne, on en a 2. C'est la raison pour laquelle il y a énormément d'antennes qui sont mises. Malheureusement, on va dire que la 5G est tombée un petit peu dans une époque un peu de fake news, un peu de cette société qui veut tout remettre en question. Beaucoup de gens sont contre la 5G, sans vraiment savoir pourquoi. Beaucoup d'études ont été menées dessus. À l'heure actuelle, donc on est en 2020, aucune étude sérieuse n'a montré d'effet néfaste sur la santé avec une exposition à la 5G. Ça fait 10 ans que quand vous prenez votre téléphone dans la main et que vous téléphonez, vous avez des ondes qui vous viennent et qui vous traversent. Est-ce que c'est nocif ou pas? Est-ce que c'est cancérigène ou pas? Actuellement, on pense qu'à haut niveau d'exposition longtemps, pendant plusieurs années, oui, ça peut augmenter le risque. Maintenant, ce n'est pas la fréquence de cette onde-là qui va impacter ou pas sur les risques d'un développement d'un cancer ou que sais-je. Alors, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure parce que, par exemple, on se rend compte qu'effectivement, l'utilisateur lambda, son téléphone ira un peu plus vite, mais en vrai, complètement. Il ne verra pas trop de différence, alors que par rapport à ce que ça va nous changer dans nos vies, tu nous parlais d'enjeux géopolitiques, j'aimerais bien comprendre. Complètement. Alors, il faut bien comprendre que toutes ces antennes, elles ont un coût. Toutes ces antennes, c'est des sociétés privées qui vont les placer. Jérôme le disait tout à l'heure, on parle de dizaines et de centaines de milliers d'antennes. Et il faut acheter les droits. Il faut acheter les droits, il faut acheter les bandes, mais même pas que les bandes, on parle de centaines de millions d'euros. On parle de milliards d'euros parce qu'à l'échelle... C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les antennes, à chaque fois qu'il y a un changement, à chaque fois qu'il y a un cap technologique, ce n'est pas à l'échelle d'un pays ou d'une entreprise que ça se négocie, c'est à l'échelle de continents. Donc là, quand on parle des États-Unis contre la Chine, c'est parce qu'il y a des continents et des puissances économiques qui sont tellement fortes qu'elles sont représentées par des continents qui s'affrontent, entre guillemets, pour savoir qui va remporter l'Europe. Quand on regarde un petit peu les forces qui jouent, on se rend bien compte que l'Europe, au milieu, technologiquement parlant, c'est à la ramasse, parce que la Chine fait beaucoup mieux, la Chine fait beaucoup moins cher. Les États-Unis fait aussi beaucoup mieux, certainement beaucoup moins cher ou plus cher, mais à une capacité de production qui est spectaculaire. Hein. Les États-Unis se suffisent à eux-mêmes. Donc quand ils vendent, en vérité, ils vendent de la production qu'ils n'utilisent pas pour eux. Donc il y a un vrai enjeu géopolitique, il y a un vrai enjeu économique mondial autour de la 5G. Qui va récupérer les ondes exactement, mais surtout qui va poser ces antennes? On parle de milliards et de milliards d'euros et de dollars de deals dans chaque pays. Parce qu'en plus, quand on pose une antenne, on ne peut pas en poser une. On est obligé de couvrir la totalité de ton territoire. Tu ne peux pas couvrir 50% de ton territoire et dire à la moitié de ta population, les gars, pour le moment, voilà. Fait. Oui, bien sûr qu'ils le font, bien sûr que ça met du temps, mais encore une fois, c'est des contrats qui sont sur des dizaines d'années, qui sont à des milliards et des milliards d'euros. Tu me posais la question, pourquoi en fait il y a cette 5G? Jérôme, tu as commencé à donner un début de réponse qui était très intéressant. Tu parlais des voitures autonomes. Alors c'est les voitures autonomes, en vérité, il faut s'élever un tout petit peu plus pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une voiture autonome. Oui. Alors techniquement, oui, on peut se dire que dans un futur plus ou moins proche, on aura probablement des voitures autonomes, mais la question c'est qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Prenez l'exemple d'une Tesla. Est-ce que vous imaginez le nombre de données qui est envoyé en temps réel par une Tesla au serveur Tesla de chez Elon Musk et combien de données sont reçues en temps réel? C'est gigantesque. Ça roule vite, ça passe des fois dans des tunnels, il y a des embouteillages, il y a beaucoup de voitures, il y a des téléphones, il y a beaucoup d'ondes. Donc tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui IoT, donc Internet of Things, donc l'Internet des objets en fait, l'Internet des choses, c'est tous ces objets. C'est ma télécommande qui, peut-être pas ma télécommande, mais en tout cas, c'est ma télé qui est connectée, c'est mon grille-pain qui est connecté, c'est ma clim qui est connectée, c'est mes volets connectés, c'est toute cette maison intelligente. Mais demain, ça va être mon feu rouge de ma ville connecté, ça va être des bornes Wi-Fi de partout dans la ville pour permettre aux gens de se connecter. Et tous ces objets-là, on estime à peu près qu'il y aura entre 50 et 100 milliards d'objets connectés d'ici 2050. Ça fait beaucoup. C'est les écolos. Beaucoup d'objets. C'est les
Les écolos qui vont être contents. Ah bah oui, là forcément, ça va leur faire plaisir. Mais tu parlais d'écologie, on parle aussi d'agriculture. Je veux dire, il y a des champs qui font des centaines et des centaines d'hectares. Si tous les 500 mètres, je sais mettre un petit boîtier qui sait me contrôler, je sais pas moi, l'état de mon sol, l'état de mes plantes, je peux savoir en temps réel. Nécessité d'irrigation. Exactement, je peux savoir en temps réel combien est-ce que cette plante-là a besoin, combien est-ce qu'il faut que je mette d'eau, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Attention, il ne faut pas que je plante maintenant parce que la terre n'est pas prête à accueillir ce type de truc. Donc, tous ces enjeux-là, tous ces scénarios-là qui sont aujourd'hui pas possibles, seront possibles avec la 5G parce qu'on sera capable de connecter des millions et des millions d'appareils à un endroit simultané avec un débit qui sera tout simplement spectaculaire. Le dernier scénario que je voulais vous parler sur la 5G, c'est ce qui s'appelle le cloud. Tout le monde entend parler du cloud, le cloud. On en a parlé ensemble il y a 1 an et demi. Chaque fois que je demande à mon mari, c'est dans le cloud. Je ne sais pas ce qu'il c'est, ce cloud. Alors, on disait Jérôme, est-ce que tu veux peut-être On disait que le cloud, ce dont je me suis souvenu, on disait que le cloud, c'était une salle de coffre d'une banque. Oui, je me souviens qu'on en avait parlé. Voilà, et qu'à l'intérieur, chacun avait son coffre qui n'était pas forcément sécurisé dans la salle des coffres. Ouais. On peut voir ça comme ça, j'aime bien l'explication. Ok, je prends salle des coffres géante, mais surtout salle des coffres qui est extensible. C'est-à-dire que toi, quand tu as ton téléphone, par exemple, qui fait 512 gigas, ton téléphone, il fait 512 gigas. Mais pour moi, l'image, je ne saisis pas. C'est très abstrait. C'est trop abstrait pour moi. C'est très abstrait. Je suis devenue la vieille de service. Non, Galit. Toute ma famille se moque de moi. Non, les amis, s'il vous plaît. C'est dans le cloud. Hashtag tandem, dites à Galit qu'elle n'est pas. C'est pas gentil, vraiment. Ce cloud, il t'a fait mal? Oui, il m'a fait mal parce qu'il m'a renvoyé avec les vieux. Voilà. Alors, on va donner un scénario, parce que moi j'aime bien vous donner des use cases, des vraies utilisations réelles dans le monde qu'on pourra faire avec de la 5G, qui ne va pas forcément vous plaire si vous avez des enfants. Aujourd'hui, quand votre enfant y joue, il va jouer sur une console de jeu, mais quand il va jouer sur son téléphone, en fait, c'est les capacités graphiques du téléphone qui vont impacter directement sur l'expérience de jeu. Si vous prenez un téléphone qui a 10 ans, vous allez avoir des graphismes d'un téléphone d'il y a 10 ans. Vous prenez un téléphone à 1 500 €, vous aurez des graphismes à la hauteur de ce qu'il y a dans le téléphone. De la même façon que quand je disais l'espace de stockage, tu as 512 gigas, tu ne peux pas avoir 513, ce n'est pas possible. Maintenant, imaginez si à la place d'avoir une carte graphique, donc une capacité de calcul graphique dans le téléphone, je le mets dans le cloud, et avec la 5G, je suis capable en temps réel de te faire un jeu, de te l'envoyer sur ton écran, et toi tu joues, et tu ne te rends même pas compte de ce qui tourne derrière. C'est ce qu'offre aujourd'hui, ou en tout cas c'est la vocation qu'a la 5G, et c'est ce que va apporter la 5G aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle le cloud gaming, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir d'ordinateur, on n'a plus besoin d'avoir de téléphone extrêmement puissant. Techniquement, on peut jouer au dernier FIFA, au dernier Call of Duty sur un grille-pain. On met un écran, un grille-pain, une manette, incroyable, et on peut jouer avec les plus beaux graphismes à partir du moment où ta télé sait rendre la 4K, donc tu peux acheter une télé 4K et avoir les plus gros jeux. Tu n'as aucune puissance, aucun calcul graphique qui est fait. Tu peux vraiment jouer sur ton téléphone avec des jeux qui sont monstrueusement gourmands en termes de performance. Tu ne fais rien sur ton téléphone. Donc voilà le type d'applications qui peuvent être apportées grâce à la 5G. Et vu le renouvellement que les gens font de leur téléphone et la vitesse de développement de la 5G, on pense que, disons, plus de la moitié des possesseurs de téléphones portables auront un téléphone et une accessibilité à la 5G d'ici quoi? 1 an, 2 ans? Alors, déjà, je pense que ça dépend de là où tu te situes. Si tu es en Europe, si tu es au Moyen-Orient, si tu es aux États-Unis. Aux États-Unis, on commence déjà à la mettre. Disons en France. En Asie, je pense qu'en France, on est sur entre 3 à 5 ans. Avant d'avoir une couverture assez potable, principalement, ça va arriver dans les grandes villes d'ici 2 à 3 ans. Donc voilà, Marseille, Paris, Lyon, Strasbourg, toutes ces grandes villes, toutes ces grandes métropoles. Aussi, Guingamp. Voilà. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est on va voir aussi tout ce qui est ville intelligente. Tu vois, je te parlais des feux intelligents. Imagine par exemple avec de la 5G, s'il y a une ambulance qui passe, tu es capable en temps réel avec de l'intelligence artificielle de faire en sorte que tous les feux soient accordés pour permettre à la voiture. Mais tu rigoles, mais c'est des vrais scénarios. Je crois que c'est à Los Angeles, quand, si je ne me trompe pas, le comité olympique américain pour faire
validé la candidature de Los Angeles aux Jeux Olympiques, avait bidouillé les feux de la ville pour que les délégations du CIO entre l'aéroport et le centre-ville aient quasiment que des feux verts et pour donner l'impression... Ça fait très taxi, pour ceux qui se souviennent, taxi où ils Ouais. bloquent les feux pour qu'ils Donc puissent c'est passer. pour ça que je pense à ça. Mais oui, c'est hyper... Effectivement, dans le monde de demain, si des véhicules de secours peuvent gagner un temps fou en utilisant les feux de Complètement. circulation... Alors, c'est un c'est vrai encore une bénéfice. fois, c'est un des scénarios possibles. Tu as parlé de la voiture autonome. Imaginez demain que sur une autoroute, il y ait, je sais pas moi, 3000 voitures. Et chacune, elle a des centaines et des centaines de capteurs qui envoient des centaines et des centaines de données en temps réel sur des bornes. Il faut pouvoir supporter tout ce trafic-là. Donc voilà l'un des intérêts de la 5G. Dernière petite question, et après les amis, on vous laisse. Selon vous, quel est l'avenir de la communication? Réagissez vous aussi, #tandem, Galit. Selon toi, l'avenir de la communication, d'une manière générale. Moi déjà, la 5G, c'est l'avenir pour moi. Je vois pas du tout. Pour moi, la 5G, ça représente déjà... Il y a déjà tellement de choses que je maîtrise pas que je vois pas... Est-ce que tu penses que dans 10 ans, on sera toujours sur des téléphones? Ah non, me parle pas de trucs greffés dans Ah, l'oreille ou dans voilà. le Non, cerveau. non, 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 c'est non, non, pas non. possible. Viens, Non, regarde. non, Alors, non, moi, non, ce que je vous non. propose... Je suis trop vieille. Moi, ce que Lunettes. je vous propose, Des exactement. Alors, on va y aller progressivement. Je vous propose de regarder ce qui se fait actuellement. Alors, ce sont que des prototypes. Vous voyez actuellement sur votre écran les lunettes qui sont les Google Glass. Alors, c'est un produit qui n'a pas forcément bien marché, qui est peut-être un peu trop en avance sur son temps. Donc, en vérité, le principe de cette lunette-là, en fait, c'est que vous avez donc une caméra, je ne sais pas si vous la voyez, qui est donc à gauche de votre écran, sur l'œil droit de ce charmant monsieur. Le petit rond noir. Barbu. Voilà, barbu, on va dire ça. Vous avez un petit rond noir qui est en fait une caméra qui va filmer ce qui se trouve devant. Et juste à côté de ce petit rond noir, vous avez un espèce de petit écran, vous le voyez. Et en fait, sur cet écran-là, on va projeter de l'information et on va faire ce qui s'appelle de la réalité augmentée. Donc, je vous donne un scénario tout bête. Vous marchez dans la rue, vous mettez Google Maps. Google Maps, en temps réel, il vous dit, tu vois, au bout de cette rue, tu tournes à droite. Mais vous êtes le seul à le voir et vous n'avez pas besoin de tenir votre téléphone dans la main. Il est capable, en temps réel, de vous le montrer. Je vous donne un exemple tout bête. Vous voulez aller au cinéma? Pas besoin. Je demande à mes Google Glass de me projeter un film en 4K. Qu'est-ce que je m'en fous? Je l'ai, je suis le seul à le voir et je peux m'asseoir chez moi sur mon canapé. Mais tu le vois Plus sur besoin un de télé. œil ou des deux yeux? Alors pour le moment, c'est ça le problème. Ce qui se passe, c'est pour le moment, Google en fait n'ont pas de technologie assez avancée pour pouvoir le projeter sur les deux écrans. En fait, ils rajoutent un écran supplémentaire, ce qui fait que le champ de vision est relativement limité. Alors après, dedans, étant donné en fait qu'il y a la profondeur de champ, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vous projettent des objets qui sont vachement loin. Donc, ce qu'ils font, qu'ils peuvent vous les projeter assez gros. Oui, c'est ce que j'ai. Parce que justement, alors ça répond à mon interrogation, parce que je me disais que les personnes d'un certain âge qui ont besoin de lunettes pour voir de près. Complètement. Alors, Là, faut bien avec comprendre ça, qu'en fait, techniquement, donc, ce qu'ils ils sont peuvent te capables donner de la profondeur faire, pour voir que ils peuvent tu donner de la puisses profondeur, bien mais voir. surtout, n'oublie pas qu'entre ton œil et cet écran-là, tu as un verre au milieu. Ce qui fait que tu peux avoir un verre correcteur qui te permettrait techniquement de pouvoir voir exactement comme si tu le voyais en temps réel. De régler Voilà ta une des présence. applications Et en fait, possibles. du coup, là, sur ce système-là, on a une double vision. Ça veut dire que tu vois ton plan Google Maps et tu vois la rue derrière. C'est ce qui s'appelle de la réalité augmentée. Ah, c'est Donc ça. il y a deux types de vision. Il y a la réalité virtuelle qui, elle, en fait, tu sais, c'est quand tu mets ton écran avec Google VR, par exemple, tu mets ton écran, l'image est coupée en deux, on t'envoie deux images en fait qui basculent l'une après l'autre, et en fait, tu as cette sensation d'être dans un monde complètement virtuel. Et quand tu bouges avec l'accéléromètre de ton téléphone, tu as vraiment cette sensation de vivre dans un monde 3D. Là, c'est beaucoup plus léger, entre guillemets, hein, bien sûr, mais c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire que tu continues à voir naturellement, et en fait, on vient juste, avec la caméra, comprendre ce que tu regardes, comprendre le terrain en 3D. Vous vous souvenez, on avait vu avec Apple, on avait parlé de réalité augmentée. Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu sur la pub, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il fait une photo et à un moment donné, en fait, vous avez Ah oui, oui. un peu à la Matrix. Exactement, oui. vous avez un truc un peu à la Matrix où il comprend comment est-ce que les gens sont placés avec une simple photo. C'est un petit peu la même mécanique, c'est-à-dire qu'on va comprendre l'environnement 3D dans lequel on est et en fait, on va tout simplement venir superposer une information numérique par-dessus. Donc je te disais par exemple, si tu vois de la route par terre, si tu vois que la route elle tourne et que Google Maps, ou même Waze d'ailleurs, te dit de tourner à droite, eh bien on va surcharger en fait l'image que tu vois toi, en disant juste en fait à cet endroit-là, je sais qu'il y a un trottoir, donc je vais mettre une flèche pour te dire d'aller là-bas, et au fur et à mesure que tu marches, la caméra détecte que tu avances et donc adapte la flèche. Donc voilà un petit peu le genre d'idée. J'espère les amis que ça vous a fait rêver, j'espère vous qu'on a un petit peu voyagé dans le temps.
Ouais, n'est-ce pas? dans l'avenir. Merci en tout cas, messieurs, madame, merci. monsieur, madame, de Passionnant. m'avoir Merci. accompagné. On a encore appris plein de choses grâce à toi. Bah, c'est le but, hein, take a break. Donc, Take a voilà. break, j'adore le nom de cette Tu as aimé? Oui, Ah, bien, bien. merci. J'espère en tout cas que vous avez aimé chez vous, peu importe où vous nous avez regardé. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #Tandem. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. C'était Tandem 2.0, comme d'habitude. Vous pouvez éteindre votre navigateur et reprendre une activité normale. Ciao tout le monde.